intervention de Monsieur le gouverneur de la région de Diffa. Voilà, voilà. Et alors, pour vous encourager un petit peu, tout ça devrait nous amener vers 13h, et vers 13h, on devrait prendre une pause déjeuner. D'abord. La région de Diffa au Niger est un espace de vie qui regorge d'énormes potentialités agro-pastorales. Elle est aussi devenue, ces dernières années, une zone du bassin du lac Tchad particulièrement confrontée à une montée de l'extrémisme violent du groupe Boko Haram. Il s'agit aujourd'hui d'assurer la stabilité de cette région en accompagnant les populations déplacées et retournées dans leur recherche légitime du droit à l'existence. Le gouvernement nigérien s'est investi dans cette perspective avec le concours de ses partenaires financiers et l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement en ouvrant le guichet pour le Niger du Fonds régional pour la stabilisation de la région du bassin du lac Tchad. Il s'agit d'assurer la sécurité des communautés, de rendre opérationnelles les infrastructures essentielles et les services de base et d'assurer aux ménages et aux populations bénéficiaires la disponibilité des moyens d'existence. Et cela avec l'implication de chacun et de tous, notamment les jeunes et les femmes, leviers du développement et acteurs de paix. Rejoignez-nous pour le développement et la stabilité de la région de Diffa et du Niger de manière générale. Merci beaucoup.
Donc j'appelle maintenant le gouverneur de la région de Difa, M. Issa Lemine, pour sa présentation. Merci. Avant que le gouverneur de Difa ne prenne la parole, je voudrais reconnaître et saluer l'arrivée parmi nous du président de la Commission électorale nationale indépendante, qui n'a pas pu venir depuis ce matin, mais qui a continué à me faire la promesse qu'il sera dans notre salle avant la fin, et c'est ce qu'il vient de faire. Merci, Monsieur le Président, d'être venu. Merci, Monsieur le Président de la Haute Autorité à la consolidation de la paix. Mesdames et Messieurs, je vous remercie du fond du cœur pour votre participation à cette importante conférence sur un thème aussi important que d'actualité. Votre présence ici, personnellement, je le mets dans le cadre de votre soutien et de votre solidarité au Niger, qui fait face à une insécurité terroriste depuis plusieurs années. Les intervenants, tous ceux qui ont eu à intervenir ce matin, ont dit des choses très intéressantes. Je suis personnellement soulagé par tout ce que j'ai entendu. Le premier intervenant, le général, a fait le diagnostic. Son intervention peut être une formation, des conseils et tout ce qu'on veut. Et vraiment, je me retrouve à travers ce qu'il a dit. Je me retrouve et je suis entièrement d'accord. Et tous les autres participants, celui qui a intervenu, le responsable de Barkhane, je pense, Pierre-Olivier, qui a l'habitude de dire des choses intéressantes dans notre pays, et vraiment, souvent, certaines vérités qui blessent, mais il nous le faut. Très sincèrement, moi, je pense que face à une situation grave, la seule chose qui reste, c'est la vérité. Quand vous voulez quelqu'un, il faut lui dire la vérité, surtout s'il est dans des difficultés. Mais pas de dire oui, il est bien, ou bien il fait bien la chose, ou de dire bon, je vais venir faire à ta place. Parce que moi, personnellement, je pense que les formes de terrorisme que nous vivons actuellement ne sont pas au-dessus des capacités de nos États. Si la chose perdure, c'est peut-être l'approche. C'est comme l'a dit le général. Il y a des choses qu'il faut faire pour pouvoir vaincre l'ennemi. Les États sont faibles. Les terroristes profitent de ces faiblesses. Mais pourquoi les États sont faibles? Pourquoi les États sont faibles? Donc, voilà. Donc, moi, je pense que la contribution des amis, c'est de nous montrer du doigt ce qu'ils voient et ce que nous ne voyons pas sur nous-mêmes. Donc, si j'ai une tâche sur mon dos, mon ami qui est derrière doit me le dire. Donc, voilà, moi, personnellement, c'est ce que je pense. Ce qui a été dit est vraiment très instructif, très important. Et si nous mettons en œuvre tout ce qui a été dit, je pense qu'on peut corriger certaines erreurs de notre approche de la gestion de cette crise terroriste et qui ne fait qu'affaiblir et réduire et menace nos États dans leur existence. Ça, c'est une réalité. Fermer les yeux là-dessus, c'est de l'ignorance. Nos États sont menacés dans leur existence du moment où nous n'arrivons plus aujourd'hui à sécuriser nos populations, à faire face aux tâches régaliennes de l'État. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de plus que ça? Donc voilà, vraiment je suis d'accord et ça doit être en tout cas des choses que nous devons mettre en tout cas à profit pour pouvoir remettre les choses en règle. Bon, en ce qui concerne mon intervention, la mise en œuvre de la lutte en gros contre le terrorisme, donc nous avons exprimé un peu notre vision dès que nous avons été nommés et en élaborant un document. Un document 2 semaines après notre prise de fonction, nous avons élaboré, nous avons donné notre vision que nous avons intitulée dans un petit document que nous avons intitulé Programme d'éradication de Boko Haram, Programme régional d'éradication de Boko Haram. Dans cet aspect, comme ont dit certains intervenants, nous avons exprimé notre compréhension de la chose de façon à ce que cette lutte n'est pas que militaire.
il y a deux dimensions. Il y a une dimension militaire, forcément, parce que c'est des hommes armés. Forcément, il faut la force armée pour agir sur eux. Mais il y a une dimension civile. Il y a un rôle que les civils doivent jouer. Les civils, ça veut dire l'administration, la chefferie traditionnelle, coutumière, religieuse, les jeunes, les femmes, les pêcheurs, les cultivateurs, les éleveurs. Toute cette population doit contribuer parce qu'elle est pleinement impliquée aussi et elle est pleinement concernée. Parce que la première victime, c'est la population. Donc voilà, j'ai dit 50% militaires, 50% civils. Et voilà le document de fond. C'est un document qui a été élaboré en septembre 2019. Donc 50% militaires, 50% civils. Et les deux axes, on a intitulé ça axe 1, axe 2. Les deux axes doivent aller ensemble. Si un axe prend le dessus sur l'autre, ça va échouer. Les deux doivent aller ensemble. Et dans un cadre de collaboration, de concertation, sans crainte et voilà. Donc, il doit y avoir une parfaite collaboration de tous les acteurs sur le terrain. Donc, et faire en sorte que ce mouvement ne soit pas, comment on appelle, chaque fois ressuscité. Parce que quand vous faites une action qui donne des résultats, il faut faire en sorte que ce mouvement-là ne soit pas ressuscité. Comment? D'abord, il y a les sources de financement. Nous avons élaboré aussi un document sur les sources de financement et les voies de ravitaillement. Tant que vous ne contrôlez pas les sources de financement et les voies de ravitaillement, donc le mouvement aura toujours, parce qu'il y a de nouvelles adhésions. Quand vous faites des actions, il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas de nouvelles adhésions. Parce que vous tuez, ou en tout cas vous faites en sorte que le mouvement soit affaibli par diverses actions civiles, militaires. Mais si le mouvement a la possibilité de pouvoir recruter encore d'autres, c'est-à-dire que vous la réduisez de 100 éléments, et s'il a la possibilité dans 3 mois de recruter encore 120 ou 130, il sera ressuscité. Et si par exemple elle a la possibilité aussi d'avoir toujours le financement, et aussi avec cet argent avoir les voies de ravitaillement, s'acheter tout ce qu'il veut, donc voilà. Donc c'est un perpétuel recommencement. Donc tout ça, c'est une réflexion qui a été faite dans ce document. Maintenant, dans la mise en œuvre, nous avons fait en sorte qu'il y ait une organisation civile autour de l'administration, des gouverneurs, des préfets, des maires, les chefs traditionnels sont pleinement impliqués. En même temps, toutes les opérations qui se font militairement doivent être soutenues et accompagnées par des actions civiles. Parce que le Boko Haram agit par exemple dans les marchés. Ce n'est pas aux militaires d'aller contrôler les marchés. Ça, c'est aux civils, aux chefs de village, aux chefs traditionnels, aux préfets, aux maires, avec leurs collaborateurs. Donc ça, c'est une action civile. Par exemple, ils interviennent chez les éleveurs. Donc ça aussi, c'est aux civils. Les pêcheurs, ils sont obligés d'aller pêcher. Ils sont obligés d'aller dans les lacs au bord de la Komadougou. Donc, ils voient, ils entendent. Il faut les associer pour, comme l'a dit quelqu'un ce matin, il faut être aimé par la population. Et on ne peut pas être aimé par la population tant que la population, vous ne travaillez pas avec la population. Donc, notre compréhension, c'est qu'il faut associer les jeunes, les femmes, autour des structures. Au niveau régional, mettre un comité régional. Au niveau départemental, mettre un comité départemental et communal. Communal et jusqu'au village. Parce que le problème concerne les villages. Donc les chefs des villages doivent être associés pour d'abord s'exprimer, donner leur opinion et exprimer leurs besoins. Et donc les observations de tout un chacun doivent être prises en compte. Parce que tant que face à un fléau de ce genre, l'opinion de tous les citoyens, ou en tout cas de la grande majorité, n'est pas prise en compte et qu'on pense que c'est un problème qui peut être réglé par quelques personnes seulement, on passe à côté. Donc il faut impliquer tout le monde, la compréhension, la vision. Et quand, par exemple, les populations donnent des renseignements, il faut les encourager et faire à collaborer plus. Donc il faudrait aussi, quand ils ont des soucis, que vous les écoutez, que vous les preniez en compte. Donc voilà, c'est un ensemble d'actions que nous faisons ensemble avec les populations. Et en même temps, nous avons aussi envisagé une sortie, une porte de sortie pour ces jeunes qui ont été embrigadés, souvent trompés à cause du chômage et à cause de l'APA et tout ça, qui ont été trompés et qui ont été embrigadés dans ce mouvement. Quand ils partent, ils constatent que ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas ce qu'ils pensent. Donc ils veulent sortir. Mais l'organisation est telle qu'il y a des difficultés de sortir facilement.
ceux qui arrivent à s'échapper, il faudrait qu'ils leur laissent une porte de sortie. Sinon, tout celui qui rentre doit rester. Et ça, on ne peut pas exterminer tout le monde. On ne peut pas dire que l'option, c'est de tuer tout le monde. Personne ne peut tuer tous ceux qui prennent des armes. Jamais, personne ne peut le faire. Parce qu'il y a toujours, quelle que soit votre offensive, il y aura toujours quelques individus qui vont échapper, qui vont aller se cacher quelque part. Donc voilà d'où vient le programme de stabilisation. Le programme de stabilisation est un cadre d'échange avec la population et un cadre d'investissement. Parce que le conflit a duré, les actions humanitaires ne tiennent plus. Parce qu'ils n'arrivent plus à mobiliser, les organisations humanitaires n'arrivent plus à mobiliser des financements. De plus en plus, la prise en compte des populations déplacées sur les sites des déplacés pose problème. Il y a un problème de prise en charge sur le plan alimentaire, sur le plan sanitaire, machin, et le problème des besoins en eau, éducation, tout ça. Il n'y a plus de financement parce que le conflit a duré. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Ce qu'il faut faire, c'est d'autonomiser les populations. Donc, avec les partenaires, vous avez cité ce matin l'ambassadeur d'Allemagne qui était parti avec son collègue des Pays-Bas jusqu'à Bosso. Et donc, sous le leadership du PNUD, nous avons élaboré un cadre qu'on a appelé Programme de stabilisation du bassin du lac Tchad, qui consiste à reconstruire les villages, à pouvoir donc sécuriser ces villages et ramener les populations pour qu'elles puissent être sur leur terroir de production, pour qu'elles puissent se prendre elles-mêmes en charge. Et là, donc, sur l'aspect sécurisation, le gouvernement a initié, a innové par le recrutement des jeunes ressortissants des villages, parce qu'il faut assurer une sécurité de proximité. Des gens qui connaissent le terrain de jour comme de nuit, qui peuvent vraiment faire des actions de sécurisation de proximité. Donc nous avons pu recruter 500 jeunes. Et nous investissons dans la reconstruction des villages, parce que les villages étaient abandonnés depuis 56 ans, pour pouvoir ramener et aider ces populations sur le plan économique à reprendre. Les pêcheurs, les aider pour qu'ils puissent pêcher, les agriculteurs pour qu'ils puissent produire parce qu'ils ont des terres, mais ils n'ont pas de moyens pour pouvoir, donc il faut les accompagner. Nous avons réhabilité les infrastructures sociales, l'eau, la santé et tout ça. Et donc voilà, donc ces programmes de stabilisation, c'est autour du leadership du PNUD et ça donne des résultats excellents parce que ça permet aussi d'échanger, de prendre en compte les opinions de toute la population. Donc vraiment, notre vision, c'est de travailler, d'impliquer tout le monde, parce que c'est un problème qui, personne ne peut avoir la prétention de dire qu'il a la solution, lui tout seul. Donc, impliquer tout le monde, prendre les avis de tout un chacun et ensemble réfléchir. Parce que nous estimons que si nous sommes tous ensemble, le problème n'est pas au-dessus de nos capacités. Si le problème perdure, c'est que c'est notre approche, c'est notre vision qui passe à côté de la réalité. Et pour pouvoir réussir, il faut se recadrer, revenir sur la bonne voie. Voilà. Donc, et que chacun puisse avoir le cadre de dire ce qu'il pense et de montrer ce qu'il voit. Parce que c'est ça la plus grande difficulté. Quand vous voyez quelque chose et que vous n'êtes pas à mesure de dire voilà ce que je vois, c'est une contrainte et c'est un handicap. Donc voilà, globalement, le programme, donc, la porte de sortie, c'est la repentance. Tout celui qui vient, qui dit vraiment j'ai été trompé, et je suis parti dans Boko Haram, mais je m'excuse, je ne referai plus. Mais voilà, donc maintenant je voudrais revenir avoir une vie normale. Donc, on ne le croit pas sur parole, on le met dans un centre où on doit les déradicaliser, parce qu'il y a eu de l'endoctrinement, des trucs terroristes qui lui ont été inculqués dans la tête. Donc il faut faire en sorte un lavage de cerveau et maintenant les former, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas de formation, c'est des jeunes chômeurs, n'ont même jamais été scolarisés. À 99%, c'est des jeunes qui n'ont jamais été scolarisés. Donc il faut leur apprendre un métier et l'accompagner, les réinsérer dans sa famille pour pouvoir... La première opération à former et à réinsérer à peu près 250 jeunes qui aujourd'hui à 99,99% sont là parce que sur les 250 et quelques, il y a à peine un ou deux qui ont disparu. Donc tous les autres sont là et ils ne sont pas tentés de reprendre le machin. Et d'autres jeunes sont en train de revenir. Donc ça, il faut avoir plusieurs fers au feu. Donc il n'y a pas qu'un seul fer au feu, il y a plusieurs fers. Il y a la politique comment on appelle, du bâton, de la carotte, et en même temps, il faut lutter contre la pauvreté. Parce que pour que les jeunes ne repartent pas, il faut les occuper. Donc nous avons une vision de pouvoir empêcher aux jeunes de partir dans Boko Haram. Mais par la parole, il faut les occuper, il faut leur trouver des emplois. Donc nous, en même temps, nous faisons en sorte de trouver des emplois aux jeunes pour qu'ils ne soient pas tentés de partir dans
Boko Haram. Donc vraiment, c'est une vision globale qui nous permet en tout cas de dire que ça nous donne satisfaction. Tout ce qu'on souhaite, c'est que vraiment il y ait plus de collaboration entre tous les acteurs. Tant qu'il n'y a pas une forte collaboration, si chacun travaille de son côté, on ne peut pas avoir de résultats. Si les civils sont à part et les militaires, les FDS à part, ça ne peut pas marcher. Il faudrait que chacun ait la possibilité, sans crainte, sans, comment je veux dire, de façon à travailler ensemble. Du moment où c'est une préoccupation nationale, c'est un problème qui concerne tout le monde. Et donc, personne n'a en tout cas intérêt à ce que la chose perdure. Donc, il ne sert à rien de se fatiguer, de faire perdurer la chose, parce que si la chose perdure, c'est qu'on se fatigue, on se ruine économiquement, parce que c'est des milliards et des milliards qu'on met dans un secteur et les autres secteurs sont en train d'attendre. Donc, c'est des choses qui vont contribuer à affaiblir davantage nos États. Donc, il faudrait qu'on arrive à bout de ces fléaux. Donc, voilà, globalement, je ne peux pas tout dire parce qu'il y a la pression du temps, ce qui fait que, bon, je ne peux pas... Encore une minute? D'accord, merci. Donc, merci, donc vraiment, voilà, c'est un peu... Merci, monsieur le gouverneur. Un peu indiscipliné, je me demande s'il n'a pas eu un passé de rebelle à un moment ou à un autre. Donc merci beaucoup. On va passer maintenant aux intervenants. Là, c'était les panélistes. Bon, maintenant, c'est un nouveau format qui commence. Je crois, Ezekiel, si je peux me permettre, il y a encore 2 vidéos qui appartiennent au panel lutte contre le terrorisme insurrectionnel qui doivent être jouées. C'est la vidéo du